Et salut tout le monde, donc on se retrouve ce soir pour la correction de la colle numéro 7. Du coup, on a réglé nos petits problèmes de micro, on s'est enchaînés les uns les autres, ce qui fait qu'on passe qu'une seule fois chacun sur plusieurs QCM et je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc j'espère que la colle s'est bien passée. Je vous mets le temps de la correction totale qui s'affiche juste en bas de l'écran là pour que vous puissiez avoir une petite idée de combien de temps ça va durer parce que je ne le sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne correction et puis je vous dis à tout à l'heure pour la correction de mes quelques QCM. Tchuss! Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de la colle numéro 7 d'anatomie. Alors si vous avez des questions durant cette colle, qui du coup j'espère s'est bien passée, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on est là pour y répondre. Donc je vais juste prendre hop, le pointeur et on peut commencer. Donc le QCM 1, il concernait le cœur. L'item A était vrai, votre cœur c'est bien une pyramide triangulaire qui va avoir un grand axe oblique en bas, en avant et à gauche. Pour vous orienter, vous prenez l'apex du cœur qui du coup est bien dirigé en bas et vers la gauche. Pour l'item B, il était faux puisque ce n'était pas la valve mitrale mais la valve tricuspide qui sépare l'atrium droit du ventricule droit. La valve mitrale, elle est à gauche. Et pour petit moyen mémotechnique, c'était Mitterrand était un président de gauche, donc la valve mitrale est elle aussi à gauche. Vous avez le M en commun avec les deux. Enfin, même plus MIT. Ensuite, la C était vrai, les artères coronaires sont bien les premières branches de l'aorte thoracique. Ensuite, l'item D, par contre, était faux. Le nœud atrioventriculaire induit un rythme non à 70, mais à 50 battements par minute. Et c'est le nœud sino-atrial que vous avez ici, qui va induire un rythme à 70 battements par minute. La E était également fausse, puisque l'influx quitte le nœud atrioventriculaire et non sino-atrial par le faisceau de His. Donc, nœud sino-atrial, aussi appelé nœud sinusal, nœud atrioventriculaire et faisceau de His qui va être dans le septum entre les deux ventricules. Ensuite, QCM2. Donc là, A était vrai, la bifurcation carotidienne que vous avez ici, elle se situe bien en regard de ces quatre. Ça va aussi être l'endroit où vous allez avoir l'os hyoïde. La B était vrai, l'artère carotide externe est bien responsable de la vascularisation du cuir chevelu, mais aussi d'une partie du cou et du massif facial. Donc elle est ici. Hop. La C est vraie, l'artère carotide interne cette fois-ci, hop, assure majoritairement la vascularisation de l'encéphale. Vous voyez bien qu'elle monte vers le cerveau. Et du coup, elle va en fait faire partie intégrante du polygone de Willis ou du cercle artériel de la base du cerveau. Ensuite, l'item D, il était vrai, l'artère vertébrale monte dans le canal transversaire DC6. Votre artère vertébrale est ici et vous voyez bien qu'elle passe dans le canal au niveau de la vertèbre C6 ici. Et la E était par contre fausse puisque l'artère basilaire que vous pouvez retrouver ici, elle correspond à la fusion des artères vertébrales droite et gauche, puisqu'elle vient d'ici, et non de l'artère carotide interne qui est ici. Par contre, l'artère basilaire et l'artère carotide interne vont toutes les deux faire partie du polygone de Willis. QCM 3, donc la A était fausse. Les artérioles, elles se divisent en un grand nombre de capillaires et non un petit, ce qui explique du coup que la B soit vraie, puisque mis bout à bout, tous ces capillaires, ils vont bien couvrir une distance de 90 000 km. Ensuite, la C était fausse, ils ne vont pas pénétrer dans tous les tissus de l'organisme, il y a quelques exceptions comme les épithéliums stratifiés, la cornée, le cristallin et le cartilage différencié. Ensuite, la D est fausse puisque ce n'était pas à sa terminaison, mais à l'origine des capillaires qu'il y a le sphincter précapillaire. Ensuite, la E était vraie, les capillaires ont bien des propriétés de contraction, d'élasticité et de perméabilité. Pour le QCM 4, la A était vraie, les veines ce sont bien des conduits vasculo-membraneux à ramification convergente.
Pour la B, par contre, elle était fausse puisque les veines, elles vont s'aplatir lorsqu'elles sont vides et c'est ce qui les diffère aussi des artères parce que les artères gardent leur forme même quand elles sont vides. Ensuite, la C était vraie, les anastomoses veineuses sont très nombreuses, c'est ce qui va permettre de faire des plexus veineux. Ça va être en fait un réseau un peu en maille avec toutes les anastomoses veineuses qui vont entourer des organes. Et ici, vous avez l'exemple avec le plexus veineux vésical. Ensuite, la D était vraie, les valves elles permettent bien de lutter contre la pesanteur, vous pouvez le voir ici, ça empêche que le sang redescende et aille dans le sens contraire du flux. La E, elle était fausse puisque les valves, elles sont fréquentes non dans les grosses mais dans les petites et moyennes veines. Hop, QCM5. Donc la A était vraie, les veines profondes sont bien situées sous l'aponévrose d'enveloppe. Donc votre aponévrose d'enveloppe, c'est ce que vous avez ici, là. Les veines profondes sont bien ici, en dessous. La B était également vraie puisque les veines superficielles sont placées dans le tissu cellulaire sous-cutané que vous avez ici. Ensuite, la C était par contre fausse puisque ce n'est pas les veines profondes, ce n'est pas les veines superficielles mais les veines profondes, qui forment des pédicules vasculo-nerveux avec du coup les artères, les nerfs, les nœuds lymphatiques et du coup même parfois les troncs collecteurs avec lesquels elles sont en contact. La D, elle était fausse puisque les veines superficielles, elles sont rares au niveau des zones exposées aux pressions répétées. Donc comme vous pouvez avoir sur la fesse, dites-vous bien que comme vous asseyez tout le temps par exemple, les veines, elles seraient tout le temps comprimées. Donc elles sont plutôt dans des zones où il y a moins de pression, par exemple comme sur le dos de la main. Elles vont être plus nombreuses qu'au niveau de votre paume puisque du coup, il y a plus de pression au niveau de la paume que sur le dos de la main. Ensuite, l'item E était faux. On avait inversé entre veines superficielles et veines profondes. Donc les veines perfonantes, elles assurent l'évacuation rapide du sang des veines profondes vers les veines superficielles. Alors au départ, j'avais pas compris non plus, je trouvais pas ça logique. Mais au final, il faut savoir que les veines superficielles, c'est un peu... elles ont un rôle de décharge. Du coup, ça va permettre d'un peu libérer les veines profondes et... par les veines perforantes, d'amener le sang aux veines superficielles. Ensuite, le QCM 6. Du coup, l'item A était faux puisqu'on vous parlait ici de la veine cave crâniale et donc elle participe bien au drainage sanguin du thorax, mais pas celui du cœur justement, parce que votre cœur, donc, il est vascularisé par les artères coronaires et il est drainé par les veines du sinus coronaire. Le sinus coronaire, il va ensuite aller s'aboucher dans l'atrium droit. La B, elle est fausse puisque la veine cave crâniale, elle est formée par la convergence de deux veines brachiocéphaliques droite et gauche et une artère se divise en branches superficielles. En revanche, les veines, elles vont pas se diviser, elles vont converger pour former des veines de plus gros calibre en fait. Il faut bien que vous fassiez la différence entre les veines qui se divisent et les artères qui se divisent, et les veines qui se rejoignent et qui forment des plus gros calibres. La C est par contre fausse puisque le canal thoracique s'abouche dans le confluent jugulo-subclavier gauche et non droit. À droite, vous allez avoir le canal lymphatique et ce qui est aussi appelé grande veine lymphatique. Pour la D, elle était vraie puisque la veine azygos, elle draine le sang veineux de tout ce qui est vascularisé par l'aorte thoracique descendante. Et la E est également vraie puisque la veine basilique, c'est bien un affluent du système cave supérieur. Donc en fait, la veine basilique, elle est située sur la partie médiale de vos bras. Elle va se jeter dans la veine brachiale qui va former la veine axillaire, puis la veine subclavière droite. Ensuite, la veine brachiocéphalique droite, je vous prends l'exemple de droite, mais c'est la même chose à gauche, et qui va ensuite aller dans la veine cave supérieure. Pour le QCM 7, c'était BDE, donc ça concernait le système porte. Donc l'item A était faux, les trois branches d'origine, c'était
la veine mésentérique supérieure, inférieure et la veine splénique. La veine gastrique gauche, elle va bien se déverser dans le système porte, mais elle va pas faire partie des 3 branches vraiment d'origine de la veine porte. L'item B était par contre vrai, toutes les veines du tube digestif sous-diaphragmatique aboutissent au foie par l'intermédiaire de la veine porte. Donc en fait la veine porte, elle amène tout ce sang au niveau du foie pour qu'il soit détoxifié, enfin tout ça. Ensuite, la C était par contre fausse, le sang quitte le foie pour se déverser, non dans la veine azygos, mais dans la veine cave inférieure. Le foie, il est drainé par les veines hépatiques, il y en a 3, et qui vont ensuite se déverser du coup dans la veine cave inférieure qui remonte au cœur. La D était vraie, la veine porte, elle chemine bien en arrière du pancréas. Et la E était vraie également, le côlon est bien drainé par le système porte. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la suite de la correction et bon courage! Hop, du coup, bonjour à toutes et à tous. QCM 8, les items justes étaient A et D. Donc le A est vrai parce qu'en effet, dans ces conduits chylifères ou lymphatiques, on va retrouver en effet les vaisseaux de la lignée lymphatique, donc des lymphocytes et des anticorps. Ils vont être produits et acheminés via ces différentes structures. L'item B était en revanche faux parce que la lymphe va donner du chyle lorsqu'elle est en présence d'une grande quantité de lipides. C'est pour ça qu'on a la formation de notre citerne du chyle dans la paroi abdominale, au niveau de la paroi thoraco-abdominale, en arrière de l'aorte, parce qu'à cet endroit-là, on a la digestion et donc on a énormément de lipides qui sont relargués. On a le drainage qui va de toute la partie intestinale qui va se faire. Ensuite, on va avoir notre item C qui était faux, puisque ces vaisseaux-là, comme le conduit thoracique, ne vont pas se terminer dans des artères, mais dans des veines. C'est le cas dans le canal thoracique qui va dans la veine subclavière gauche. Pour ce qui était de l'item D, il était vrai, c'est comme ça, le canal thoracique, c'est le plus gros conduit lymphatique du corps humain, qui fait suite, je le rappelle, du coup, à notre citerne de Chine à partir de T12. T12. Ensuite, l'item E était faux parce que cet item E, il portait sur ce schéma-là, et donc le conduit thoracique, il va drainer le membre supérieur gauche et les 2 membres inférieurs, mais le membre supérieur droit, lui, va être drainé par les troncs jugulaires, cervicaux, médiastino-antérieurs et médiastino-postérieurs. Voilà pour le QCM 8. Pour ce qui était du QCM 9, ça portait aussi sur le système lymphatique. L'item A était faux parce que tout simplement, on a en plus de ces vaisseaux efférents au niveau de l'huile, on va avoir les artères et les veines qui vont sortir de l'huile de notre nœud lymphatique. Et pour rappel, les vaisseaux afférents arrivent au niveau de la périphérie. Ensuite, la rate, c'est un organe, un viscère, qui est dit hématopoïétique d'une part, mais surtout lymphopoïétique. C'est-à-dire que c'est un organe qui va permettre la formation des cellules de la lignée lymphatique, et donc on va en effet retrouver beaucoup de lymphocytes dans la rate. Ensuite, pour ce qui est du thymus, ce thymus, il va croître non pas à partir de la puberté, mais jusqu'à la puberté. Donc de notre naissance jusqu'à la puberté, ce thymus, il va augmenter son volume, et après il va cesser cette augmentation de volume. Pour ce qui était de l'item D, il était vrai. La circulation lymphatique va être assurée par la contractilité de nos vaisseaux. On rappelle aussi qu'il y a cette forme moniliforme de nos vaisseaux afférents, et de nos vaisseaux efférents, d'ailleurs de vaisseaux lymphatiques en général, donc moniliforme en forme de chapelet. Rien à voir avec les pour ce qui était de l'item E, les nœuds lymphatiques vont exercer une fonction certes de filtration et d'épuration, mais non pas du sang, mais bel et bien de notre lymphe. Pour ce qui était du QCM 10, donc les items vrais étaient B et E. Alors pourquoi le A était faux? Eh bien parce qu'au niveau non pas du poumon mais de l'intestin, on va avoir cette formation de notre lymphe qui va devenir le chyle. Donc c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir la plus grande absorption de lipides, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et donc c'est à ce moment-là qu'on va former ce qu'on appelle les vaisseaux chylifères lactescents. Ensuite, l'item B était vrai, on est d'accord, les vaisseaux lymphatiques vont se terminer de manière ininterrompue, ils ne vont pas être interrompus par un nœud lymphatique.
Ensuite, pour ce qui était de notre C, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce canal thoracique il va s'aboucher au niveau de la veine subclavière gauche et il va naître au niveau de T12 par la citerne d'Ushil. Pour ce qui était de l'item D, il était lui aussi faux parce que les vaisseaux lymphatiques afférents vont aborder par la périphérie, par le bord périphérique, et les vaisseaux efférents vont quitter par le IL. Donc ça, on l'a dit sur le QCM juste avant. Et puis environ, en effet, 3 litres de lymphe vont se déverser en fait, eh bien, dans les veines par jour. Donc item B et E étaient les bonnes réponses. Pour ce qui était du QCM 11 maintenant, ce QCM 11 il porte sur les cavités nasales. Donc on va avoir pour ce qui était de l'item A une réponse juste, l'item C aussi et l'item D aussi. Le A, il est vrai puisque les coans, c'est cet orifice qu'on va retrouver, hein, c'est un orifice quadrangulaire à la partie postérieure eh bien, de notre cavité nasale et qui va s'ouvrir en effet vers le rhinopharynx. Rhinopharynx et nasopharynx, c'est la même chose. Alors naso, bon, on s'en doute bien que ça va être nasal, donc c'est logique. Rhino, si vous voulez vous en rappeler, vous pensez à cette spécialité médicale, l'ORL, oto-rhino-laryngo. Donc rhino, ça va être le nez. L'ORL, il s'occupe des oreilles, du nez et de la gorge. Voilà, c'est un peu brutal, mais voilà. Pour ce qui était de l'item B, elles sont rendues en effet irrégulières, ces cavités nasales, mais non pas par des structures qui sont sur la partie médiale, ça serait le septum sur la partie médiale, le septum nasal, mais sur la partie latérale, ce sont ces cornées. Alors le cornet suprême, le cornet, même le suprême, il va être ici, donc là ça va être supérieur, un moyen et inférieur, donc qui sont ces 3 cornets nasaux. Ensuite, eh bien, on va avoir en effet cette différenciation avec l'étage olfactif qui est tout petit par rapport à l'étage respiratoire beaucoup plus important, mais c'est au niveau de cet étage olfactif qu'on va retrouver eh bien, notre tache jaune et donc le bulbe olfactif. Pour ce qui était eh bien, de notre muqueuse de la cavité nasale, elle est évidemment très fortement vascularisée. Vous en rendez compte si vous saignez du nez, mais ça permet tout simplement de réchauffer cet air froid qui va rentrer pour éviter justement une irritation par exemple. Et puis elle est fortement innervée, si vous arrachez un poil du nez, vous allez le sentir. Et bien comme il faut, donc ben voilà, si vous voulez vous en souvenir, pensez à ça. Donc fortement innervé, fortement vascularisé. Pour ce qui était du QCM donc 11, A, C et D. QCM 12, A seulement, donc pourquoi? Parce que c'est bel et bien l'organe de la phonation, c'est lui qui va permettre eh bien, d'émettre des bruits, ce larynx, mais c'est pas lui par contre qui va permettre la parole, c'est l'articulation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour ce qui était de l'item B, il était faux puisque son squelette est entièrement cartilagineux et non pas osseux. Donc on va avoir, je le rappelle, 5 cartilages, l'épiglotte, le cartilage thyroïde, donc qui est un petit peu au-dessus de la glande du même nom, les cartilages aryténoïdes et le cartilage cricoïde, et puis là on a les corniculés qui sont tout petits. Ensuite, pour ce qui était de l'item C, il était lui aussi faux, puisque c'est la musculature striée intrinsèque qui va permettre eh bien, d'assurer les mouvements des plis vocaux, hein, c'est cette articulation-là, enfin, ces petits muscles-là, à l'intérieur du larynx, qui permettent eh bien, de fermer ou d'ouvrir nos plis vocaux et nos plis vestibulaires. La musculature extrinsèque, c'est-à-dire en dehors de notre larynx, ça va permettre eh bien, justement de faire bouger notre larynx à l'intérieur eh bien, de la gorge, de manière par exemple à faciliter la déglutition. Ensuite, nos plis vestibulaires, pour ce qui était de l'item D, et non pas vocaux, vont séparer eh bien, ce qu'on appelle le vestibule du larynx, qui est la partie supérieure, du ventricule laryngé, le ventricule du larynx. Donc entre les deux, eh bien, on va avoir l'équivalent de cette fente, là c'est la fente glottique, c'est-à-dire les plis vocaux, mais on va avoir une autre fente au-dessus, qui est la fente vestibulaire, formée par les 2 plis vestibulaires. Et donc là, la cavité infraglottique, voilà, va se continuer en bas, non pas par notre œsophage. L'œsophage, il va continuer eh bien, le laryngopharynx, qui se trouve tout simplement eh bien, en arrière du larynx. Notre larynx, lui, va se continuer, on le sent bien, par la trachée. QCM maintenant 13, A, B, C, D et E, donc tout était juste. Son innervation est en effet motrice et sensitive et va être apportée par un nerf qui est le nerf vague, le 10e nerf crânien. Vous verrez au 2e semestre que ce nerf vague il va bifurquer pour former ce qu'on appelle, il ne va pas bifurquer, mais il va donner plusieurs branches, dont les branches qu'on appelle les laryngées supérieures et laryngées inférieures, qui ont
des trajets un peu particuliers, mais qui vont s'occuper justement de l'innervation du larynx. Ensuite, pour ce qui était de l'item B, il était juste, son squelette va être obligé de le maintenir béant parce que si ce larynx et si cette trachée se ferme, on respire plus, l'air ne passe plus, et donc évidemment, c'est pas forcément conseillé. Pour ce qui était de l'item C, il était vrai, donc on a bel et bien cette fonction sphinctérienne qu'on trouve ici, là, avec l'épiglotte, qui va se baisser ou se lever, de manière à laisser passer l'air quand on respire, et d'empêcher les fausses routes, donc le passage de notre nourriture, de l'eau à cet endroit-là, pour que ça puisse aller ici dans le laryngopharynx, puis ensuite dans l'œsophage. Pour ce qui était de notre item D, il était lui aussi vrai. L'atout, c'est tout simplement un mécanisme réflexe du larynx. Si on vient, alors, je ne sais pas comment le stimuler, mais en général, vous avez quelque chose qui va vous gêner un petit peu dans le larynx, vous allez immédiatement tousser. Et le son laryngé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce son qui va venir résonner ensuite dans le pharynx, dans la partie haute du pharynx, puis dans les cavités nasales, puis dans les cavités buccales, et qui, par le biais de l'articulation, va former la parole. Voilà pour ce qui était de ce QCM 13, et du coup le QCM 14, donc B et D étaient les bonnes réponses. Donc les bronches vont bel et bien faire suite, non pas à l'œsophage, mais à la trachée, qu'on voit ici, avec ces segments cartilagineux qui ne sont pas fermés en arrière, je le rappelle. Donc ces anneaux cartilagineux qui ne sont pas vraiment des anneaux. Donc la trachée, et puis on va bien avoir nos deux bronches. Ensuite, le B était vrai, puisque c'est bel et bien cette bronche droite. Alors là, on ne le voit pas vraiment, mais la bronche droite, elle va toujours être un peu plus verticale que la bronche gauche. Et donc, les corps étrangers, c'est logique, hein. C'est quelque chose de plus en continuité avec la trachée, donc ça va plus facilement tomber dans cette bronche droite que dans cette bronche gauche qui va être un peu plus perpendiculaire, avec une angulation un peu plus forte. Pour ce qui est de l'item C, il était faux. La bronche principale qui va se diviser en trois branches lobaires, ça sera la bronche principale droite. C'est le poumon droit qui va être constitué de trois lobes. Et le poumon gauche, je le rappelle, constitué de ces deux lobes, un supérieur et un inférieur, un supérieur, un moyen, un inférieur. Pour ce qui était du coup de notre item C, c'est fait. L'item D était vrai, hein, ces bronchioles, elles vont naître à la suite de nos divisions des bronches segmentaires. Hein. Donc on va avoir la bronche principale, bronche lobaire, une autre bronche lobaire, et là on va attaquer les bronches segmentaires qui sont ici, hein, et puis là, ces bronches segmentaires, elles vont donner des bronchioles. Voilà. Ensuite, pour ce qui était de l'item E, il était faux. Donc nos conduits alvéolaires vont se détacher non pas des bronchioles terminales, c'est un peu piégeux, mais des bronchioles respiratoires. Là, on a notre bronchiole terminale, et de cette bronchiole terminale, on va avoir la formation des bronchioles respiratoires, avec le sac alvéolaire et une alvéole, qui vont permettre du coup l'hématose. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, et puis je vous embrasse. Coucou, j'espère que cette call set s'est bien passée pour vous et je commence direct par vous corriger le QCM 15. Du coup, ce QCM 15, comme vous pouvez le voir sur la diapo, il y a 3 items qui sont vrais, ce sont les items A, B et E. Donc, l'item A est vrai, le squelette cartilagineux des bronches principales et lobaires, il est bien fait d'anneaux bronchiques. Ces anneaux bronchiques, ce sont des anneaux cartilagineux qui vont être en forme de fer à cheval ouvert vers l'arrière. Ils ne vont être présents que jusqu'aux bronchioles qui font 1 mm de diamètre, et au-delà de ces bronchioles-là, on aura simplement une tunique fibreuse. Ensuite, l'item B est vrai, l'épithélium des bronchioles il est cubique simple, et comparé à cet épithélium-là, vous allez avoir celui de la muqueuse bronchique par exemple qui va être prismatique stratifié et également pourvu de cils vibratiles. Ensuite, l'item C est faux parce qu'il n'y a pas autant de branches lobaires à droite comme à gauche. Les branches lobaires, elles vont suivre en fait la division des poumons. Donc, comme vous avez 3 lobes au niveau du poumon droit, vous aurez 3 branches lobaires. Et comme vous avez uniquement 2 lobes au niveau du poumon gauche, vous aurez uniquement 2 branches lobaires. Par contre, ce sont les branches segmentaires où il y en a un même nombre à droite comme à gauche. Et à l'occurrence, il y a 10 branches segmentaires à droite comme à gauche.
Ensuite, l'item D est faux parce que les bronches sont irriguées non pas par les artères pulmonaires, mais par les artères bronchiques. Donc, à ne pas confondre du coup sur cet item-là la grande circulation et la petite circulation. Donc là, on vous parlait de la grande circulation, qui est donc une circulation nourricière et qui va donc être permise par les artères bronchiques, qui sont des branches collatérales de l'aorte thoracique. Et enfin, le dernier item, l'item E, était vrai parce que les plexus végétatifs pulmonaires, ils assurent bien l'innervation des bronches. Donc voilà pour ce QCM 15 où les réponses vraies étaient, où les items vrais étaient les items A, B et E. Pour ce QCM 16, comme au QCM 15, il y en avait encore 3 de vrais et c'était les mêmes, c'était les items A, B et E. Donc l'item A était bien vrai, le poumon droit est divisé en 3 lobes par une grande scissure oblique et une petite scissure horizontale. Et par comparaison du coup à ce poumon droit, vous avez le poumon gauche qui lui est uniquement divisé en 2 lobes par la scissure oblique. Ensuite, l'item B était aussi vrai, l'apex il apparaît à la base du cou. Donc l'apex, c'est ce que vous voyez ici, en fait c'est le bord supérieur des poumons qui apparaît donc au niveau de la base du cou. Ensuite, pour l'item C, il était faux parce que les lobules pulmonaires, ils sont appendus non pas aux bronches, mais aux bronchioles. Donc le lobule pulmonaire, c'est l'unité que vous voyez ici. Et ici, comme vous pouvez le voir légendé, c'est donc la bronchiole. Et les bronchioles, par contre, elles font suite aux bronches. Ensuite, pour l'item D, pardon, je reviens dessus, la surface totale des alvéoles, elle n'est pas de 140 mètres carrés, mais de 90 mètres carrés. 140 mètres carrés, c'est la surface totale du réseau capillaire pulmonaire. Donc attention à ne pas confondre ces deux chiffres, enfin ces deux nombres, pardon. Et enfin, pour le dernier item, pour l'item E, c'était un item qui était vrai. Les fibres motrices sympathiques, elles vont être bronchodilatatrices. Et en comparaison à ces fibres sympathiques, vous allez avoir les fibres parasympathiques vagales qui, elles, vont être responsables de la bronchoconstriction. C'est par exemple le phénomène que vous voyez chez les personnes asthmatiques qui donc, en fait, vont avoir un diamètre bronchique qui va se rétrécir et qui du coup vont avoir une plus grande difficulté pour respirer. Voilà donc ABE pour ce QCM 16. Concernant le QCM 17, il y avait 2 items de vrai, c'était les items A et B. Donc pour l'item A, il était vrai, les muscles respiratoires, ils assurent l'inspiration et l'expiration forcée. Pour l'item B, il était également vrai, du fait de la dépression dans la cavité pleurale, les deux feuillets sont accolés. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante à retenir. En fait, vous avez vos deux feuillets. Donc vous avez le feuillet pariétal qui va tapisser la cavité qui contient le poumon, et vous avez le feuillet viscéral qui lui va être directement au contact du tissu pulmonaire. Et entre ces deux feuillets, vous avez la cavité pleurale qui est une cavité virtuelle où va régner une pression négative. Et cette pression négative-là va permettre aux deux feuillets de rester accolés. En situation pathologique, vous pouvez avoir une présence de liquide ou d'air entre ces deux feuillets, ce qui va en fait provoquer un changement de pression et va donc en fait séparer les deux feuillets. En fait, ces deux feuillets ne vont plus être accolés. C'est le cas par exemple quand vous avez une pleurésie, parce qu'il y a une présence de liquide au niveau de cette cavité pleurale, ou lorsque vous avez un pneumothorax qui est une présence d'air entre les deux feuillets, dont vous avez déjà certainement entendu parler. Ensuite, l'item C, il était faux parce que les muscles inspirateurs, ils ne vont pas diminuer mais augmenter les diamètres du thorax. Quand vous inspirez, vous gonflez en fait vos poumons et donc vous avez une expansion de votre cavité thoracique. Ensuite, l'item D était aussi faux. Le diaphragme, ce n'est pas le muscle expirateur mais le muscle inspirateur principal. Ça fait bien attention, c'est un piège qui peut tomber assez souvent. Et enfin, le dernier item, il était faux parce que l'automatisme respiratoire, il peut être modifié par l'intervention du cortex cérébral, c'est-à-dire qu'on peut décider de respirer soit plus vite, soit plus lentement. Voilà pour ce QCM 17 où il y en avait 2 de vrais qui étaient les items A et B. Pour le QCM 18, il n'y en avait qu'une seule de vraie, c'était la A. Donc l'item A, il nous disait que le segment cervico-thoracique du tube digestif, il est composé uniquement de l'œsophage. Et ça, c'était vrai, c'est ce que vous pouvez voir ici au niveau de ce schéma-là. Ensuite, l'item B, était faux. Le tube digestif est composé de 3 tuniques concentriques. Bon, cette partie de la phrase était vraie, sauf que la tunique musculeuse, ce n'est pas la plus interne, mais la plus externe. Donc ça, vous le voyez bien sur ce schéma. J'ai perdu ma souris, désolée. Sur ce schéma-là, Donc vous avez la tunique muqueuse qui est la plus interne. Ensuite, vous avez la sous-muqueuse. Et ensuite, la plus externe qui est la musculeuse. Au niveau du tube digestif infradiaphragmatique, vous avez aussi une 4e tunique
qui est le péritoine. Ensuite, l'item C, il était faux parce que les vaisseaux et les nerfs circulent dans la tunique sous-muqueuse. Donc la tunique qui se situe entre la muqueuse et la musculeuse. Ensuite, l'item D était également faux. Le péritoine y tapisse non pas tous les viscères du tube digestif, mais uniquement ceux qui sont en position infradiaphragmatique. Et enfin, le dernier item, l'item E, était faux parce que le méso, c'est une lame porte-vaisseau qui est constituée d'un double feuillet péritonéal. Et ce méso, vous pouvez le voir ici sur ce schéma, il permet de relier la paroi aux viscères. Voilà donc pour ce QCM 18 où il n'y avait qu'un seul item de vrai, c'était l'item A. Le QCM 19 avait 4 items de vrai qui étaient les items B, C, D et E. Donc l'item A, c'est le seul item qui était faux. Parce que la bouche assure une fonction de mastication, oui, d'insalivation, oui, le goût, oui, mais non pas seulement parce que la bouche assure aussi la fonction de phonation, donc c'est ce qui nous permet de parler et d'émettre des sons de la voix. Ensuite, l'item B était vrai, la cavité buccale, elle est limitée en haut par les os maxillaires et palatins, et c'est du coup cet ensemble qui va former la voûte palatine. Ensuite, l'item C était vrai. Les amygdales palatines sont aussi appelées tonsilles palatines. Donc ça, c'est simplement du vocabulaire, mais c'est important parce que le mot tonsil, en fait, va revenir assez souvent. L'item D était également vrai. Les dents sont au nombre de 32. Donc faites bien attention, 32, c'est pour un adulte. Mais quand on va parler d'un enfant, un enfant, il aura seulement 20 dents de lait. Et ensuite, le dernier item, l'item E, était vrai parce que les glandes salivaires participent à la première phase de la digestion grâce à leur sécrétion de salive. Et en fait, c'est bien vrai parce que la salive, grâce à ses enzymes et à son pH, elle va permettre d'amorcer la digestion et participe donc à la première phase de la digestion. Pour le QCM 20, il y avait 2 items de vrai, c'était les items B et D. Donc, l'item A était faux parce que l'œsophage ne se situe pas entre le larynx et l'estomac, mais entre le pharynx et l'estomac. Faites bien attention, le larynx, il va se continuer par la trachée et non pas par l'œsophage. Ensuite, l'item B était vrai. La jonction avec l'estomac, elle se fait au niveau du cardia en regard de T10, T11. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Essayez de bien le retenir, c'est une notion importante, le cardia, ainsi que son repère anatomique en T10, T11. Et comme autre repère anatomique de l'estomac, vous aurez ici le pylore qui se situe au niveau de la première vertèbre lombaire. Ensuite, l'item C était faux parce que la portion thoracique, elle est située au niveau du médiastin postérieur et non pas antérieur. Le médiastin antérieur, il va être occupé par le cœur. Ensuite, l'item D était vrai. L'œsophage présente bien 3 rétrécissements. Ce sont les rétrécissements que vous avez notés ici sur la diapo. Donc, cricoïdien, aortico-bronchique et diaphragmatique. Et enfin, le dernier item, l'item E, était faux parce que l'œsophage n'est pas revêtu par une séreuse. Ça, c'est hyper important et ça tombe assez régulièrement en partiel. Donc, voilà pour ce QCM 20 où il y avait 2 items de vrai qui étaient les items B et D. Et enfin, le QCM 21, il y avait 2 items de vrai, c'était les items C et E. Donc, l'item A était faux parce que l'intestin grêle il ne s'étend pas du cardia mais du sphincter pylorique jusqu'à la valvule iléocécale. Souvenez-vous, le cardia, c'est au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac qui se situe en regard de T10, T11, alors que le sphincter pylorique, ça va être au niveau de la jonction entre l'estomac et le duodénum, et ça se situe au niveau de la première vertèbre lombaire. Ensuite, l'item B était faux parce que ce n'est pas le premier mais le deuxième duodénum qui descend verticalement de L1 à L4. Le premier duodénum, lui, ça va correspondre à la portion qui est transversale ascendante et qui fait directement suite au pylore. Ensuite, l'item C était vrai, les abouchements biliaires et pancréatiques se trouvent au niveau du deuxième duodénum. Donc au niveau des deux, donc du deuxième duodénum, vous allez avoir d'une part la papille majeure qui va correspondre à l'abouchement du canal cholédoque plus du canal pancréatique principal, autrement dit du canal de Wirsung. Et juste au-dessus de cette papille majeure, vous allez avoir la papille mineure qui, elle, va correspondre à l'abouchement du canal pancréatique accessoire, autrement dit celui de Santorini. Ensuite, l'item D était faux. L'intestin grêle fixe et non pas mobile est vascularisé par des branches naissant du tronc cœliaque. C'est le cas par exemple de l'artère hépatique qui va vasculariser le duodéno-pancréas qui est donc une branche du tronc cœliaque, alors que la partie mobile, donc le jéjuno-iléon, va être vascularisée par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
Et enfin, le dernier item, l'item E, il était vrai. Les anses jejunales se disposent horizontalement, tandis que les anses iléales se disposent verticalement. Et ça, vous le voyez bien ici sur le schéma. Donc au niveau du jejunum, c'est horizontal. Et au niveau de l'iléon, c'est vertical. Voilà, c'est tout pour moi pour cette correction de la colle 7. Donc j'espère que vous avez appris plein de trucs, que ça va beaucoup mieux. Et en attendant, je vous souhaite bon courage et je vous fais plein de bisous pour la suite. Des bisous. Alors, pour ce QCM22, il y en avait deux de vrais, c'était les réponses A et D. L'item A était vrai, le côlon il s'étend bien de l'iléon à l'anus. Je vous rappelle que l'iléon c'est la portion terminale de l'intestin grêle, et ensuite vous avez le séco-appendice qui est la portion initiale du côlon, le côlon ascendant droit, le côlon transverse qui est en position sous-hépatosplénique, le côlon descendant gauche, le côlon sigmoïde et le rectum qui est la portion terminale du côlon. Pour l'item B, c'était faux. Quand on a un côlon qui est trop long, on parle de dolichocolon et on emploiera le terme de mégalocolon dans le cas d'une augmentation de la circonférence du côlon. Pour l'item C, c'était faux. Le cécum, lui, il est situé dans les fosses iliaques droites. Au début du poly de Mabie, on vous parle des 9 cadrans de l'abdomen et ils sont super importants. Vous avez du coup, en position inférieure, vous avez l'hypogastre et de part et d'autre de l'hypogastre, vous avez les deux fosses iliaques qui sont délimitées par vos crêtes iliaques. Alors que votre fosse lombaire, elle va être délimitée par votre cage thoracique au-dessus et par votre bassin en dessous. Pour l'item D, c'était vrai, au niveau du coccyx, le rectum devient oblique en bas et en arrière. Et c'est ce qu'on va appeler le cap rectal. Pour l'item E, c'était faux. C'est seulement la veine rectale supérieure qui est tributaire du système porte, alors que les veines rectales moyennes et inférieures, elles vont se drainer dans le système cave inférieur. Alors pour le QCM23, il y en avait 3 de vrais, c'était les réponses A, C et E. L'item A était bien vrai, les glandes salivaires peuvent sécréter jusqu'à 1 kg de salive en 24 heures. Pour l'item B, c'était faux, le canal excréteur de Barton, il draine la glande submandibulaire, et pour la glande parotide, elle sera le canal de Sténon. Pour l'item C, c'était vrai, la glande parotide elle est bien la plus volumineuse des glandes salivaires. Elle pèse environ 25 à 30 grammes, alors que la submandibulaire c'est plutôt 7-8 grammes et la sublinguale c'est 3 grammes. Ces valeurs, il ne faut pas forcément les connaître, mais il faut avoir un ordre d'idée, quoi. Pour l'item D, c'était faux. Le nerf facial, il a un rapport étroit au niveau de la glande parotide. Et ça, vous le verrez dans le poly de tête et cou du deuxième semestre. Vous verrez que le nerf facial, il va se diviser en 3 branches. La branche temporofaciale, la branche nasobuccale supérieure et la branche cervico-faciale. Mais ça, vous le verrez au deuxième semestre. Et pour l'item E, c'était bien vrai, la glande sublinguale est située sous le plancher de la bouche, donc sous la langue. Pour le QCM 24, il y en avait 3 de vrais, c'était les réponses A, B et E. L'item A était vrai, c'est une glande ayant une importance vitale et surtout dans le métabolisme, la détoxification, la régulation des paramètres vitaux. Mais bon, ça vous le verrez en large, en long et en travers pendant toutes vos études et dans d'autres matières. Pour l'item B, c'était vrai, son bord antérieur est à rechercher lors de la palpation abdominale, mais le foie, on va surtout le palper quand ça sera un foie pathologique, donc lors d'une hépatomégalie, avec une hypertrophie du foie, ou du coup avec une très forte augmentation, là il sera beaucoup plus facilement palpable. Pour l'item C, c'était faux. La voie biliaire principale, elle fait bien partie du pédicule hépatique et je vous rappelle, le pédicule hépatique, il comprend la veine porte, l'artère hépatique, les lymphatiques, les nerfs et les voies biliaires principales. Pour l'item D, c'était faux.
La veine porte, elle, c'est un vaisseau qui est afférent, qui va drainer le contenu du tube digestif et qui va s'aboucher dans le foie en se divisant en branche portale droite et en branche portale gauche. Alors que ce sont les veines hépatiques qui quittent le foie pour se jeter, elles, dans la veine cave inférieure. Et pour l'item E, c'était vrai, le tissu hépatique est composé de lobules de 1 à 2 mm. Alors, pour le QCM25, il y en avait deux de vrais, c'était les réponses A et E. L'item A était bien vrai, la bile est bien destinée de l'intestin. Vous avez les sécrétions de la vésicule biliaire qui vont se déverser dans le canal cystique. Le canal cystique avec le canal hépatique va former le canal cholédoque, qui lui va se déverser dans l'ampoule rétropancréatique de Vater au niveau du deuxième duodénum. Pour l'item B, c'était faux. C'est la voie biliaire accessoire qui est constituée de la vésicule biliaire et du canal cystique. Alors que la voie biliaire principale, elle part du foie et elle est formée par le canal hépatique et par le canal cholédoque. Pour l'item C, c'était faux, les termes étaient inversés. C'est le canal hépatique qui prend le nom de canal cholédoque après abouchement du canal cystique. Pour l'item D, c'était faux. La terminaison de la voie biliaire principale se fait au niveau de l'ampoule rétropancréatique de Vater. Alors que la terminaison de la voie biliaire accessoire, elle, en fait, elle se fait dans la voie biliaire principale. Et donc la voie biliaire principale, qui est formée du canal hépatique canal cholédoque, elle se termine bien au niveau de l'ampoule rétropancréatique de Vater. Et pour l'item E, c'était vrai, la présence de calcul dans les voies biliaires constitue une lithiase biliaire. Et vous retrouvez le même mécanisme au niveau des uretères, où vous pourrez avoir par exemple un calcul qui formera une lithiase urinaire. C'est ce qu'on appelle par exemple une colite néphrétique. Alors pour le QCM26, il y en avait 4 de bonnes réponses, c'était les réponses A, B, D et E. Pour l'item A, c'était vrai, c'est une glande à la fois exocrine et endocrine. En exemple de sécrétion exocrine, vous avez les sucs pancréatiques, et en exemple de sécrétion endocrine, vous avez les hormones régulatrices de la glycémie, comme l'insuline et le glucagon. Petit rappel pour les termes exocrine et endocrine, on dit qu'une sécrétion est exocrine quand elle est excrétée dans un canal excréteur. Et donc là, dans le cas du suc pancréatique, ça va être excrété dans le canal de Santorini et de Wirsung. Alors qu'on dit qu'une sécrétion est endocrine quand elle se fait directement dans la circulation sanguine. Pour l'item B, c'était vrai, le pancréas s'étend bien du deuxième duodénum jusqu'à la rate. Là, c'est pas représenté, mais il faut vous imaginer que la queue là se prolonge jusqu'à la rate. Pour l'item C, c'était faux. Le processus insinuatus, il appartient à la tête du pancréas. Pour l'item D, c'était vrai, le conduit pancréatique de Santorini draine uniquement la partie supérieure de la tête du pancréas. Le conduit pancréatique de Santorini, vous pouvez également l'appeler conduit pancréatique accessoire, et il est à différencier du canal pancréatique principal, qui lui s'appelle également le canal de Wirsung. Et ensemble, ils vont drainer les sécrétions venant du pancréas, comme le suc pancréatique. Pour l'item E, c'était vrai, le pancréas a une vascularisation commune avec une partie de l'intestin grêle fixe. Je vous rappelle que l'intestin grêle fixe, ça correspond au duodénum, et là, il va avoir une vascularisation commune grâce aux artères hépatiques et aux artères mésentériques supérieures. Alors pour ce QCM27, il y en avait 3 de vrais, c'était les réponses A, B et D. L'item A est bien vrai, c'est un organe lymphoïde. La rate, en fait, c'est un organe qui va intervenir dans le système immunitaire, donc qui va stocker en fait les lymphocytes et les monocytes qui, par exemple, vont intervenir lorsqu'il y aura une infection.
Pour l'item B, c'était vrai, la rate est située dans la région thoraco-abdominale et notamment elle est en regard de la 10e vertèbre thoracique. Pour l'item C, c'était faux parce qu'il est anormal de pouvoir palper la rate au cours d'un examen clinique chez une personne physiologique. Et lorsqu'on palpe l'hypocondre gauche, normalement la rate n'est pas palpable. Pour l'item D, c'était vrai, la face pariétale répond au diaphragme. La face pariétale, en fait, c'est votre face latérale. Et vous aurez la face médiale qui est la face gastrique et la face postérieure qui est la face rénale. Et pour l'item E, c'était faux parce qu'elle est constituée entre autres par une capsule fibreuse qui, elle, est peu résistante. Globalement, la rate, c'est un organe qui est assez fragile. Alors pour ce QCM, il y en avait 4 de vrais, c'était les réponses A, B, D et E. L'item A était vrai, ils sont en position rétropéritonéale et ils vont être en rapport en avant par l'intermédiaire du péritoine pariétal postérieur avec les viscères intrapéritonéaux, mais les reins ne sont pas entourés de péritoine. Pour l'item B, c'était vrai. Le parenchyme entourant le sinus rénal est composé de 3 zones distinctes, et notamment vous aurez une zone centrale ou médulaire, une zone périphérique qui est la zone corticale, et une capsule qui est solide et résistante. Pour l'item C, c'était faux. La zone périphérique, c'est pas la capsule du rein, mais la zone périphérique, on l'appelle également la zone corticale. Pour l'item D, c'était vrai, les lymphatiques gagnent les lymphocentres latéro-aortiques et latéraux-caves. Et l'item E était vrai aussi, les reins sont en rapport en arrière avec la paroi thoraco-abdominale postérieure. Hey, du coup on se retrouve pour la correction des QCM 29 à 35. Donc pour le 29, les bonnes réponses étaient B, C et E. Donc la A était fausse, la vessie est un organe inextensible, c'est faux. La vessie est un organe extensible et sans ça, bah, vous auriez des petits soucis de continence urinaire parce qu'en fait, euh, votre vessie va se remplir peu à peu et plus elle se remplit, plus elle se gonfle. Et c'est pour ça que, par exemple, alors attendez, je vais mettre le pointeur laser. Chez des patients, on va pouvoir retrouver, quand on va, quand on va faire des percussions au-dessus de la symphyse pubienne, des matités suspubiennes qui correspondent en fait à un globe vésical, c'est-à-dire que votre vessie, elle va former un véritable globe, elle sera trop pleine, et ce trop plein là, on le retrouvera juste au-dessus de la symphyse suspubienne que normalement la vessie ne dépasse pas. Donc c'est un organe qui est extensible sauf à un seul endroit, ça va être son trigone vésical, donc qui est situé à la partie postéro-inférieure de votre vessie, donc à ce niveau-là. Et ce trigone vésical, on l'a représenté juste ici, il est limité donc par les deux méas urétéraux et en bas par l'orifice urétral. Et donc du coup dans cette zone-là, il n'y aura aucune extension, c'est une zone qui sera constamment fixe. C'est pour ça du coup que la C était également vraie, puisque bah, du coup cette paroi postéro-inférieure, cette partie postéro-inférieure est inextensible, donc c'est une zone fixe. Ensuite, donc la D était fausse. Alors là, on a fait un piège qui est très fréquent entre les uretères et les urètres. Au niveau des termes, là par exemple, c'était que le trigone vésical est formé par les abouchements des deux uretères et de l'orifice urétral et non l'inverse. Ça, il faut faire très attention, c'est un piège qui revient fréquemment. Et la E était vraie également, donc le péritoine est situé sur la face supérieure de la vessie, donc on vous l'a représenté ici en violet, et il va venir couvrir cette vessie au-dessus. Mais on verra tout à l'heure une image de celluloscopie qui nous le montrera beaucoup mieux. Ensuite, pour la 30, les bonnes réponses étaient la B et la C. Donc la A était fausse puisque donc l'urtère n'est pas un conduit qui est dépourvu de musculeuse, mais c'est un conduit qui sera pourvu de musculeuse. Il aura la capacité de se contracter. Ensuite, donc, cet urtère, donc, il naît à ce niveau de la jonction pyélo-urétrale. Ensuite, donc, il va descendre dans l'abdomen.
et il va se terminer au niveau donc de la paroi postéro-inférieure de la vessie par une insertion donc transmurale que l'on dit en sifflet. Donc transmural, en fait, ça veut tout simplement dire à l'intérieur du mur vésical, donc de la paroi vésicale. Euh, donc la D était fausse, puisque donc cette urtère est en rapport non pas avec les branches de division de l'artère iliaque externe, mais avec les branches de division de l'artère iliaque interne. Donc l'artère iliaque interne, on vous l'a représenté juste ici, et par des soucis de, de précision, on vous a enlevé toutes les petites branches de division. Mais voilà, vous voyez qu'il est en lien et en rapport avec cette artère iliaque interne. Et pour l'artère iliaque externe, ce sera beaucoup plus compliqué puisque vous savez donc qu'elle ne se divise pas et elle se termine donc en artère fémorale en passant sous le ligament inguinal, donc il ne peut pas être en rapport avec les branches de division de l'artère iliaque externe. Ensuite, la E était fausse, donc il n'y a jamais, enfin quasiment jamais de reflux d'urine. Ils sont peu fréquents puisqu'on va avoir ce trajet, comme on l'a dit, transmural en sifflet qui empêche le reflux d'urine. Et si, quand on a un défect et qu'on a des reflux d'urine, on va avoir beaucoup de pathologies d'inflammation au niveau donc des urtères. Ensuite, donc, pour la 31, les bonnes réponses étaient la A, la C et la D. Donc, la B, c'est faux. C'est pas l'épididyme qui est une tunique fibreuse qui entoure le testicule, mais l'albuginée qu'on vous a représenté ici. L'épididyme, ça va être donc cette petite structure qui va venir coiffer le testicule et l'entourer, et elle va faire partie des voies spermatiques. C'est à l'intérieur de cet épididyme que les spermatozoïdes vont d'abord donc quitter le testicule et venir ensuite s'en échapper par le conduit donc déférent qui fait suite au canal donc épididymaire. Ensuite, la D était également vraie. Donc là, je reviens juste sur les artères gonadiques. Donc voilà, ce sont les artères gonadiques, donc là en l'occurrence testiculaires, qui vont sortir de l'aorte au niveau donc de L2. Et ensuite, l'artère déférentielle pour la E ne chemine pas donc en dehors du cordon spermatique, mais en dedans. Donc là, on voit le canal déférent avec l'artère déférentielle donc ici en rouge, et on voit bien qu'elle est comprise dans le cordon spermatique, donc qui est représenté juste ici, dont la paroi est formée de fibres musculaires qui vont venir qui descendent notamment de la réunion du muscle oblique transverse de l'abdomen et de l'oblique externe, mais ça, vous le verrez au deuxième semestre. Ensuite, pour la 32, les bonnes réponses étaient tout simplement la E. Alors attendez, je change de page, voilà, les aléas du direct. Donc était la E, donc la A était fausse. Les voies spermatiques appartiennent pas au système spermatique, mais au système éjaculateur. Le système spermatique, c'est ce qui va être à l'origine de la formation de votre sperme et de vos spermatozoïdes, et c'est ce qui va être à l'intérieur du testicule. Par contre, ce qui véhicule ensuite le sperme et les spermatozoïdes en dehors du testicule jusqu'à l'urètre, même l'urètre en fait partie, ce sont les voies spermatiques. Ensuite, donc la B était fausse, donc ce sont les canaux déférents qui reçoivent du coup un conduit excréteur des vésicules séminales et qui donneront par la suite le canal éjaculateur et non l'inverse. Donc là, on voit bien ce canal déférent qui emprunte le canal inguinal ici et qui, à la face postérieure de la vessie, va venir donc pénétrer dans la prostate et va recevoir donc les canaux des deux vésicules séminales. Donc on va avoir deux canaux déférents qui reçoivent chacun un canal d'une vésicule séminale, donc un à droite et un à gauche, et ils vont se réunir ensuite pour former le canal éjaculateur qui est donc intraprostatique et qui va venir s'ouvrir dans l'urètre prostatique que l'on voit juste ici. Donc, la C était fausse. Donc, les vésicules séminales ne sont pas en arrière du rectum, mais bien en avant, et on le voit très bien sur ce schéma. Ils sont situés entre la vessie et le rectum. Ensuite, la D était fausse. La prostate entoure les canaux, donc non pas déférents, mais les canaux éjaculateurs et l'urètre prostatique. Donc voilà, on a bien insisté dessus, et ce schéma vous le montre très bien. Ensuite, pour la 33, les bonnes réponses étaient A, B, D et E. Donc là, on a oublié une lettre sur le diaporama, je le changerai ensuite. Donc
la C était fausse. Donc le méso de la trompe se solidarise donc au ligament non pas tubo-ovarien mais au ligament large. Et pour comprendre un petit peu ce que c'est ce ligament large, je vous ai mis juste ici une vue pelvienne vue par célioscopie. Donc qu'est-ce que c'est? La célioscopie, en fait, on va rentrer dans la cavité péritonéale. Donc vous savez que normalement c'est un espace qui est virtuel, qui n'existe pas, et on va venir en fait créer cet espace en injectant du dioxyde de carbone. Donc ça va gonfler le ventre. Donc imaginez voilà un beau ventre ballonné d'une femme enceinte. Donc ça crée de l'espace, et ensuite on va mettre une petite caméra pour voir l'intérieur de cette cavité péritonéale. Et ici on voit bien le ligament large de chaque côté. Donc c'est un petit peu flou pour vous, mais imaginez en fait que on a voilà l'utérus qui est ici, le rectum qui est ici, la vessie qui est en avant mais on ne le voit pas, ça c'est le cul-de-sac de Douglas. Et imaginez en fait qu'on est venu déposer un drap dessus sur ces organes. Et je ne sais pas si vous voyez les petits films alimentaires sous vide, ou même vous, quand vous aspirez dans un sac en plastique et qu'il y a quelque chose dans ce sac en plastique, bah, vous créez un vide et ça va venir se mouler sur la forme. Bah, là, imaginez qu'on fait le vide sous ce drap et qui va venir du coup s'imprégner des formes des organes donc, qui sont sous-jacents. Et en fait, ici, il va venir former une toile donc latérale qui est latérale par rapport à l'utérus et qui va réunir cet utérus avec la paroi sur les côtés. Donc vous voyez ici qui se prolonge sur la paroi. Et en fait, il va venir voilà, former un ligament d'amarrage pour l'utérus et pour que celui-ci garde sa position dans la cavité péritonéale. Enfin non, pas dans la cavité péritonéale, mais qui garde sa position physiologique antéversée sur la vessie, pardon. Voilà. Ensuite, donc, il y avait seulement la C de fausse, et les autres étaient donc toutes vraies. Ensuite, la 34, les bonnes réponses étaient donc. Alors, je rappelle juste pour la 33, comme je ne l'avais pas mise, les bonnes réponses étaient A, B, D et E. Ensuite, donc 34, les bonnes réponses étaient A, B et E. Donc la A est vraie, donc l'utérus se situe entre la vessie en avant et le rectum en arrière. Donc voilà, ici on a le rectum, là l'utérus et la vessie en avant que l'on ne voit pas. Ensuite, donc la C était fausse parce que donc le ligament non pas rond mais large solidarise l'utérus aux parois latérales. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, il va venir du coup amarrer cet utérus et empêcher donc son mouvement. Ensuite, donc la D est fausse, donc c'est la couche non pas du myomètre mais de l'endomètre qui s'élimine au cours des règles. Donc le myomètre, lui, c'est la couche musculaire, donc il ne bouge jamais. Et en fait, la couche superficielle de l'endomètre, que l'on voit ici, va s'éliminer à chaque fois au cours des règles pour permettre du coup l'implantation de l'œuf, mais ça, vous l'avez vu en embryo normalement. Ensuite, la E était vraie. Voilà. La 35, les bonnes réponses étaient donc B, C et D. Donc le système copulateur ne comprend pas l'utérus, il ne comprend donc que le vagin et la vulve. L'utérus, lui, fait partie du système gestatoire, puisque c'est donc à l'intérieur de cet utérus que va se développer l'embryon puis le fœtus. Ensuite, donc, pour la D, j'ai une petite explication, mais je pense qu'SDF également a dû vous la faire. Donc, le mode d'insertion vaginale sur le col utérin forme le fornix vaginal. Alors, pour le retenir, imaginez-vous donc un acte sexuel. On dit que les personnes forniquent parce que ils vont, enfin le mâle entre guillemets, avec son sexe va venir éjaculer dans ce fornix et donc va venir faire ce que l'on appelle une fornication, forniquer. C'est de là que vient cette expression, donc elle vient de l'appellation du fornix vaginal. Ensuite, la E était fausse, donc le système copulateur est vascularisé non pas uniquement par des branches venant de l'artère iliaque interne, mais également par des branches qui viennent de l'artère fémorale, et notamment l'artère pudendale externe, qui est une branche de l'artère fémorale, mais ça, pareil, ce sera vu beaucoup plus en détail dans l'aspect du coup du deuxième semestre qui s'appelle donc l'aspect petit bassin. Donc là, les bonnes réponses étaient B, C et D. Donc j'espère que la correction s'est bien passée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore disponible sur le Discord pour les 5 derniers QCM qui restent. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la colle s'est bien passée.
On va passer à la correction des derniers QCM. Pour le QCM 35, les réponses étaient B, C, D. La A est fausse. Le système copulateur féminin comprend l'utérus, le vagin et la vulve. C'est faux parce que l'utérus ne fait pas partie du système copulateur, mais bien du système gestatoire. Donc le système copulateur ne comprend que la vulve et le vagin. La B était vraie. L'urètre débouche au niveau du vestibule. L'urètre est ici et le vestibule, c'est toute cette partie-là qui comprend aussi l'orifice inférieur du vagin. Donc l'item était vrai. La C est vraie. Les bulbes vestibulaires, qui sont donc ici, qui bordent le vestibule, sont bien des organes érectiles. La D est vraie. Le mode d'insertion vaginale sur le col utérin forme le fornix vaginal. Donc là, vous avez le vagin ici, là le col, et les deux angles que vous avez ici, ce sont les fornix vaginaux. Et la E est fausse. Le système copulateur est vascularisé uniquement par des branches venant de l'artère iliaque interne. C'est faux, parce que ce n'est pas uniquement des branches de l'artère iliaque interne, mais il y a aussi des branches de l'artère fémorale. Et on rappelle que l'artère fémorale, c'est l'artère qui fait suite à l'artère iliaque externe. Pour le QCM 36, la réponse était ABE. La A est vraie, les seins se situent bien de la 3e à la 7e côte. La B est aussi vraie, le mamelon est percé de 10 à 20 pores galactophores. Donc il faut savoir qu'un pore galactophore, ça correspond à l'abouchement d'un canal galactophore. Ça veut dire que si on a 10 à 20 pores galactophores, on a 10 à 20 canaux galactophores. Et chaque canal galactophore draine les sécrétions des glandes mammaires. Et il peut arriver des fois que le mamelon ne sorte pas, mais plutôt qu'il soit rentré. Et ça arrive quand les canaux galactophores sont trop courts. Et c'est pas du tout grave en soi, mais ça peut provoquer des problèmes pour l'allaitement. La C est fausse. La glande mammaire est composée de 30 à 50 lobes. C'est faux parce que c'est pas 30 à 50, mais 10 à 20 lobes. On a autant de lobes que de canaux galactophores. La D est fausse. L'activité sécrétoire de la glande ne varie pas au cours de la vie. Forcément, ça varie avec la grossesse et l'allaitement. Et la E est vraie, les collecteurs lymphatiques aboutissent entre autres au nœud lymphatique susclaviculaire. Donc c'est vrai, vous avez le nœud lymphatique susclaviculaire ici, mais ça aboutit aussi au nœud thoracique interne et externe. Donc nœud thoracique interne et nœud thoracique externe. Pour le QCM 37, les réponses étaient AE. La A est vraie, 1 correspond à une glande endocrine. 1 correspond à la glande surrénale qui est une glande endocrine, donc ça c'est vrai. La B est fausse, 2 correspond à une artère surrénale. 2 est ici. Et c'est faux parce que c'est l'artère phrénique inférieure. Mais déjà, on peut dire que c'est faux parce que si c'était une artère surrénale, elle irait vers la glande surrénale. Or, ce n'est pas le cas. Et en fait, on voit qu'elle va se prolonger plutôt vers le haut parce qu'en fait, c'est une artère phrénique, donc qui va vasculariser le diaphragme. Dès que vous avez le terme phrénique, ça fait référence au diaphragme. Par exemple, le nerf phrénique qui passe au niveau du cou jusqu'au diaphragme, que vous verrez du coup dans Tête et Cou au 2e semestre. La C est fausse. 3 est responsable de la vascularisation de la rate. 3 est ici et correspond à l'artère gastrique gauche. Donc ça vascularise l'estomac. La D est aussi fausse. 4 est responsable de la vascularisation de l'estomac. Donc 4 est ici et correspond à l'artère splénique. Donc elle vascularise la rate. On a inversé les deux items. La E est vraie. 5 se situe au niveau de L1. Donc 5, c'est ça et ça correspond à l'artère mésentérique supérieure qui n'est bien de l'artère abdominale au niveau de L1. Pour le QCM 38, la réponse était ACE. La A est vraie. 6 draine une glande endocrine. 6 est ici et correspond à la veine surrénale qui draine bien la glande surrénale qui est bien une glande endocrine comme on vient de le voir. La B est fausse. 7 est contenu dans la cavité péritonéale. Alors 7 correspond à l'aorte abdominale. Et c'est écrit dans votre cours que 7 est en situation rétro-péritonéale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle est derrière le péritoine. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez votre aorte abdominale là, qui n'est pas dans le péritoine. Le péritoine qui sont les petits feuillets un peu verdâtres que vous avez. Et on voit bien qu'elle est derrière et non pas dedans. La C est vraie. 8 correspond à la veine gonadique gauche. 8 est ici. Et ça correspond bien à la veine gonadique gauche qui se jette dans la veine rénale gauche, contrairement à la veine gonadique droite qui, elle, est ici et se jette dans la veine cave inférieure. Mais ça, on va le revoir. La D est fausse. 9 traverse le diaphragme par un orifice contractile. 9 est ici et correspond à la veine cave inférieure. Et elle traverse bien le diaphragme, mais l'orifice n'est pas contractile, mais il est incontractile.
Tout simplement parce que si l'orifice était contractile, ça voudrait dire qu'à tout moment, il se contracte et donc ça bouche la veine cave inférieure et ça bloque l'afflux de sang vers le cœur droit. Et c'est pas ouf. Donc du coup, c'est incontractile. La E est vraie. 10 correspond aux artères testiculaires chez l'homme, donc 10 est ici, et 10 ce sont les artères gonadiques, donc chez l'homme ce seront les artères testiculaires, et chez la femme les artères ovariennes ou alors ovariques, c'est la même chose. Pour le QCM 39, la réponse était ABC. La A est vraie, 11 correspond bien à l'urotère, 12 correspond à la veine gonadique droite, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. La veine gonadique droite se jette dans la veine cave inférieure, contrairement à la veine gonadique gauche qui se jette dans la veine rénale gauche. J'insiste bien sur ce point-là parce que ça c'est hyper important et ça tombe au partiel. La C est vraie, 13, comprend une portion intrasinusale et une portion extrahilaire. Donc 13 correspond au pelvis rénal, au bassinet. Et il a bien une portion extrahilaire, donc en dehors du île rénal, et une portion intrasinusale, bon, qu'on ne voit pas ici puisque c'est dans le sinus rénal. La D est fausse, 14, née de l'aorte abdominale au niveau de L1. 14 est ici et correspond à la veine rénale droite. Donc forcément, elle ne naît pas du tout de l'aorte abdominale, l'item est entièrement faux. La E est aussi fausse, 15 a un trajet calqué sur 14 et aboutit à la veine cave inférieure. 15 est ici, c'est l'artère rénale droite qui est bien derrière la veine rénale droite. Et en fait, les items sont faux parce qu'on a inversé les chiffres. Si on avait mis pour la D 15, donc l'artère rénale née de l'aorte abdominale au niveau de L1, ça aurait été vrai. Et pour la E, si on avait mis 14, donc la veine rénale droite a un trajet calqué sur l'artère rénale droite et aboutit à la veine cave inférieure, ça aurait été vrai. Mais du coup, là, c'est faux. Et pour le QCM 40, les réponses étaient BCE. La A est fausse. 16 est responsable du drainage sanguin de la glande surrénale. Alors, on va revenir avant. Et 16 est ici et correspond à l'artère surrénale. Donc, forcément, elle va irriguer, vasculariser la glande et non pas la drainer. La B est vraie. 17 se trouve une demi-vertèbre plus bas que son homologue contralatéral. 17 correspond au rein droit et c'est vrai que le rein droit est une demi-vertèbre plus bas que le rein gauche et c'est d'ailleurs pour ça que l'urotère va croiser les vaisseaux iliaques externes, va croiser les vaisseaux iliaques après leur bifurcation, alors qu'à gauche, l'urotère gauche va les croiser avant leur bifurcation parce que le rein gauche est plus haut. Pour l'item C, il est vrai, 18 correspond à l'artère hépatique commune, 18 est là et c'est bien l'artère hépatique commune, et donc là, on retrouve notre tronc cœliaque avec artère gastrique gauche, artère splénique et artère hépatique commune. Pour l'item D, il était faux. Le schéma permet la visualisation d'une portion de la petite circulation. C'est pas la petite circulation, mais bien la grande circulation. On rappelle que la petite circulation correspond à la circulation pulmonaire qui va permettre l'hématose, tandis que la grande circulation, on l'appelle aussi la circulation systémique ou alors la circulation générale, c'est celle qui va permettre de vasculariser et surtout d'oxygéner nos tissus. Et donc la E est vraie, le schéma permet bien la visualisation d'une portion de la circulation générale. Voilà, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, c'est fini pour la correction. On vous fait d'énormes bisous, on vous souhaite énormément de courage pour ce mois de révision. Surtout, ne lâchez rien, vous êtes arrivés jusqu'ici et c'est pas pour rien. On vous fait d'énormes bisous et on vous aime.